par hasard au Népal il y a plus que 10 ans aujourd'hui. Donc j'étais parti pour découvrir en fait cette région asiatique sans a priori, on va dire, sans intention particulière. Et puis j'étais en retard sur un village de randonnée. J'ai demandé à un local, à un Sherpa, comment est-ce que je pourrais me rendre dans ce village-là. Il me dit c'est pas compliqué, soit tu attends demain, il y a un problème pour 2 jours de nuit, soit tu me suis tout de suite et on prend un raccourci où je t'assure qu'il va falloir que tu fasses preuve d'autre chose que de randonnée. Donc il va falloir que tu grimpes finalement. Alors je me dis bah, pourquoi pas, je vais grimper avec vous. Donc j'ai suivi le Sherpa et il m'a fait découvrir effectivement cette activité qui est celle de l'alpinisme, de l'escalade pour le moins. Et j'ai gagné en fait 1000 mètres de dénivelé en l'espace de 3 heures, ou même pas, en 2 heures je crois que j'étais déjà arrivé au village, et essoufflé, crevé, mais heureux d'avoir découvert une activité physique extraordinairement enrichissante de l'alpinisme. Entre 2002 et 2004, j'ai réalisé un tour du monde par les montagnes. J'ai grimpé 40 sommets à travers 40 pays. J'ai commencé l'ascension par les monts de l'Atlas. Je suis arrivé ensuite au Cap-Vert, j'ai grimpé quelques montagnes aussi sur ces îles relativement méconnues. Et puis j'ai continué en arpentant les Andes. Je suis ensuite arrivé dans les Alpes de Nouvelle-Zélande. Ensuite j'ai découvert les volcans indonésiens, l'Himalaya oriental, puis le Karakoram pakistanais. Et je suis arrivé ensuite dans le Caucase. Ensuite j'ai terminé avec le Sinaï. Voilà. 40 montagnes pendant 1 an et demi, donc une montagne tous les 13 jours, en gros, on pourrait dire. Donc l'alpinisme, pour moi, c'est l'occasion de nous réconcilier avec ma propre nature. Je ne suis pas quelqu'un qui me satisfait d'une vie urbaine. Je suis né en Île-de-France, mais je ne suis pas tout à fait content, mon corps non plus. Donc c'est l'occasion effectivement de communier avec la nature, avec ma nature et puis avec la nature globalement, et de pouvoir découvrir à quel point la vie est belle depuis un sommet. Plus on grimpe, plus l'air est pur, plus le monde est beau. C'est déjà assez de raisons de vouloir grimper. Et puis c'est vrai que ça permet au corps lui-même de se structurer, ça lui permet d'avoir à s'exprimer, je dirais. C'est un langage, celui de la nature, la montagne, c'est un langage. Et ça offre de quoi être créatif aussi, parce que quand on est dans l'alpinisme, en solitaire, on n'a pas vraiment autre choix que faire appel à ses propres ressources et à sa créativité pour pouvoir réaliser quelques longueurs. Donc quelque part, c'est la prise en charge de l'esprit et du corps dans une réconciliation en fait des deux. Et puis c'est aussi peut-être de pouvoir trouver une certaine solitude que je trouve noble, parce que quand on est sur un sommet tout seul, on a la chance justement à la fin d'une journée, peut-être même au début d'une journée, de respirer tout seul, je dirais, cette atmosphère absolue, cette ambiance pleine de couleurs, pleine d'émotions qu'on n'a pas forcément dans une ville ou dans une équipe, dans une cordée, parce qu'on doit partager à la fois je dirais, les dangers et les plaisirs. Donc être tout seul, c'est être effectivement gourmand finalement. On veut plus d'émotions, on veut plus d'intensité, donc soyez seul, pour le meilleur et pour le pire. Le Ritacopa Blanco, en Colombie. C'est une cordillère qui est méconnue dans les Andes, celle de Cucuy. Et c'est une montagne qu'on grimpe souvent, le Ritacopa Blanco, on va dire, on la grimpe plutôt en février, en janvier, parce que le climat est plutôt sec. Et je suis arrivé dans cette chaîne de montagne au mois de juillet, donc c'était assez difficile parce qu'il y avait vraiment un sale temps. Et vraiment jusqu'au bout, j'ai douté d'arriver au sommet de cette montagne-là, dont je savais qu'elle s'effilochait à mesure de l'ascension et je voyais aucune paroi, on va dire. Je sais que j'étais sur un fil finalement. Mais le brouillard étant là, les intempéries étaient très fortes. Et j'étais à deux doigts d'arrêter parce qu'il était déjà 14-15 heures, j'ai eu très peur. Mais quand je suis arrivé au sommet, j'ai eu un espace de clarté, hein. J'ai eu vraiment une chance extraordinaire, c'est de pouvoir découvrir les montagnes qui sont derrière. Alors que depuis toute la journée, on voyait absolument rien. J'ai eu une chance énorme de voir à quel point c'était une superbe cordillère. On m'avait vendu cette idée-là de la cordillère des Coucouilles, et ça a été un grand moment, c'était une récompense, vraiment. Beaucoup de risques, mais alors une joie tellement forte, et être seul sur cette montagne-là, à 5400 mètres, c'était vraiment une très belle récompense. La peur, j'ai eu peur
sur un volcan indonésien qui s'appelle le Semeru. C'est vrai que c'est pas une montagne qui est difficile, mais qu'il faut absolument voir dans sa vie parce que c'est un sommet qui actuellement toutes les demi-heures explose. Et au sommet de cette montagne-là, à 3700 mètres, vous avez un spectacle extraordinaire d'un gaz toxique qui va s'élever pendant 300 mètres. Vous avez l'impression que c'est votre dernier jour, votre dernière heure, parce que cette masse gazeuse sort du volcan et dans tous les sens. Hein. C'est un petit peu au début, on prend un peu les eaux de Versailles, on dirait, parce que un petit peu, il y a une charge comme ça je dirais de masse qui augmente, mais très, très rapide. Et puis vous êtes paralysé par la peur. Vous vous dites c'est pas la peine de courir. Si ça émane, si ça envahit, qu'est-ce que ça sert de courir? On sait que le gaz est toxique, on sait que le volcan est plus fort que vous. Vous êtes là devant votre dernière heure, alors contemplez, je respirais plus, hein, il faut contempler, voilà, c'est votre dernier instant. Vous avez l'impression que vous allez y passer. Moi j'ai eu l'impression que j'allais y passer. Mais le miracle fait que le vent se lève et il pousse souvent cette masse toxique vers le sud. Donc vous êtes tranquille parce que voilà, finalement vous êtes à l'abri parce que vous êtes du côté nord. Et là vous avez un spectacle de puissance, révélation naturelle extraordinaire. Cette explosion, c'est un des grands moments de ma vie. Oui, c'est vrai qu'on peut lire en fait des choses sur le peuple, je dirais les descendants Incas qui vivent aujourd'hui dans la Cordillère orientale, celle de Vicanota, près d'Ossongaté, pas très loin de Cusco. On peut lire des choses sur leur relation à la montagne parce qu'ils ont effectivement une relation sacrée, vraiment. L'Ossongaté, qui est une montagne qui fait quand même 6400 mètres, est une montagne qui est associée en fait à Jésus-Christ. Parce qu'avant l'arrivée des Espagnols au Pérou, donc les Incas de l'époque considéraient que le mont Ossongaté était un dieu finalement. Donc quand les Espagnols sont arrivés, ils leur ont dit voilà, on voudrait un petit peu vous changer cette façon de considérer les choses divines. Le dieu c'est le nôtre et le Messie c'est Jésus-Christ. Et les Incas, ils n'étaient pas capables de renoncer complètement à leur culture précolombienne, on dirait, en termes de croyances. Et ils ont associé, en fait, ils ont fait un syncrétisme entre la culture de cette montagne qu'ils vénéraient et puis le Jésus-Christ venu tout frais d'Espagne. Et donc, ce qui est vrai que quand j'ai grimpé cette montagne-là, Ossongaté en tout cas, et ses sommets environnants, j'ai découvert des gens qui considéraient effectivement cette montagne-là comme quelque chose de vital pour eux, Ils se lèvent, ils regardent Ossongaté comme on regarde quand on regarde son Dieu, je dirais, dans une église. Et tous les ans, en fait, il y a 10 000 pèlerins andins qui font le tour de l'Ossongaté, qui vont toucher le glacier de l'Ossongaté, comme on va faire son pèlerinage à Lourdes ou à Jérusalem. Et ça, pour un alpiniste, c'est quand même une belle surprise, parce que l'alpiniste lui-même, je dirais, accorde du crédit, je dirais, mystique à la montagne. Et quand vous rencontrez un peuple andin qui continue lui-même de vénérer la montagne comme vous, à sa manière, parce qu'il la respecte comme un dieu, alors vous êtes vraiment rassuré, vous êtes sur le bon chemin. Tant que je suis vivant, je m'intéresse à ce que je ne connais pas. La montagne, c'est l'occasion de rencontrer des cultures différentes déjà, un environnement, un écosystème différent. Je m'intéresse autant à la culture qu'à la nature. Donc moi, je grimpe parce que je veux découvrir ce que je ne connais pas, des gens, des climats, des géologies, des pierres, des atmosphères, des animaux, de la faune, de la flore. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une philosophie de la vie. Je grimpe parce que je veux connaître. Et l'espace de ma vie, je suis à l'affût de ce que j'ignore encore. Et la montagne, c'est un ensemble de choses qui me donnent à découvrir. Donc je suis content de grimper ici ou là. Et toute ma vie, j'irai grimper, je crois. J'espère grimper prochainement en Éthiopie, parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas qui m'intéresseraient. C'est un pays très enrichi, très riche, l'Éthiopie. Beaucoup de cultures, beaucoup de peuples. Et puis il y a un écosystème, il y a des canyons, il y a plein de choses dans ce pays-là. Hein. C'est un pays très complet. Et j'espère grimper prochainement donc, le massif du Simien, donc, qui est connu depuis l'Antiquité. Et il y a beaucoup d'animaux aussi assez endémiques, paraît-il, là-bas. Et je pense une population, j'espère, relativement chaleureuse. Donc la prochaine destination, c'est l'Éthiopie. Absolument. Je pense que déjà, l'intérêt de l'ascension, c'est de ne pas mettre l'argent entre vous et la montagne. Donc à partir du moment où il faut payer une montagne, ça ne m'intéresse pas. Ça, je comprends pas pourquoi on paie pour grimper à un tas de pierres. C'est absurde.
Donc ça, l'idée de payer, de mettre l'argent, justement, on est dans une société où on a forcément à traiter avec des hommes de l'argent, parce que c'est le médiateur commun, et c'est vrai qu'on fonctionne avec ça. En montagne, j'aime bien mettre ça de côté. J'aime bien pouvoir directement, je dirais, traiter avec la montagne, avec la nature. Donc la première chose déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'argent. S'il y a besoin d'argent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si on t'a payé 1000 $ pour grimper une montagne, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Et puis c'est vrai que je préfère grimper une montagne, je préfère grimper un 6000 quelque part dans le monde tout seul, qu'un 8000 avec 15 personnes, je dirais. Parce qu'effectivement, je ne pourrais peut-être pas grimper dans ma vie beaucoup du 1000 mètres en solitaire, parce que j'ai peut-être pas le niveau, et puis parce que j'ai. Mais le fait de payer 10 000 $ ou 5000 $ un tas de pierres, c'est pas absurde, c'est de la consommation. Justement, ce qui m'intéresse, c'est d'oublier que j'ai un portefeuille, que j'ai oublié que j'ai un porte-monnaie quand je grimpe. C'est ça l'idée. Et quand vous avez besoin de gens, vous avez besoin de choses qui vous rappellent que vous consommez constamment, c'est pas intéressant. Donc la montagne est là aussi pour vous rappeler qu'il y a d'autres façons de vivre, de se vivre soi-même, qu'on peut mettre de côté, je dirais, le monde marchand dans la montagne, parce que plus vous grimpez, moins il y a à faire avec les panneaux publicitaires, avec les signaux des hommes. Et effectivement, être en solitaire, c'est pouvoir aussi percevoir avec plus d'intensité à la fois les dangers, mais aussi les plaisirs. Donc il y a la gourmandise, il y a peut-être aussi l'idée du risque qui n'est pas forcément négative, et puis il y a l'idée effectivement de rompre avec cette culture de la consommation.